Bienvenue dans le magazine vidéo du mois de décembre 2017 du CHU Dijon-Bourgogne. Dans ce 6e numéro, nous parlerons des travailleurs en situation d'handicap au sein du CHU Dijon-Bourgogne. Nous fêterons les 30 ans de la greffe cardiaque en expliquant les différentes étapes. Puis, nous irons suivre l'évolution du pôle imagerie, mais tout de suite, direction le centre d'investigation clinique du CHU Dijon-Bourgogne. Le centre d'investigation clinique est une structure qui est là pour aider et accompagner la recherche clinique. Donc la recherche clinique, c'est quelque chose qui comporte de très nombreux aspects différents. Un aspect qui est vraiment la méthodologie, c'est-à-dire comment on va construire un essai clinique, comment on va poser des hypothèses, essayer de les valider. Et puis il y a aussi un aspect concret de dire on va accueillir soit des volontaires sains, soit des patients pour faire ces essais cliniques. On a voulu mettre en place une structure, une plateforme d'appui à la recherche clinique. On a commencé avec un module qui était vraiment plus dédié au traitement des données, à la valorisation des études. Et puis le module plurithématique est arrivé un petit peu plus tard, 5 ans plus tard, en 2008. On essaye de mettre en lien à la fois les équipes de recherche, les équipes cliniques bien sûr du site et des équipes plus spécialisées en santé publique par exemple, de façon à vraiment offrir la possibilité de répondre aux différentes questions que peuvent se poser chercheurs et cliniciens. Donc on a une structure, donc le CIC épidémiologie clinique, le module épidémiologie clinique est surtout en charge de la partie méthodologie. Encore une fois, c'est comment on construit un essai clinique, comment on va analyser les données, comment on va stocker les données. Et puis une structure d'hospitalisation dans laquelle on est aujourd'hui, qui elle-même est divisée en 3 unités différentes. Donc on a une unité au centre anticancéreux, au centre Georges-François Leclerc, en charge des essais cliniques de cancérologie. On a l'unité d'hospitalisation du CHU, et puis il y a la plateforme d'investigation technologique au centre de rééducation, dont l'objectif est de travailler sur des projets dans le domaine de la rééducation, que ce soit la rééducation motrice ou la rééducation cardiovasculaire. On a ce label INSERM, c'est aussi un formidable levier pour essayer de développer une recherche de façon à les optimiser, faire en sorte que l'innovation soit maximale et que finalement, quand un patient, un volontaire participe, on essaye de faire en sorte que sa participation soit la mieux utilisée possible. Eh bien, il y a 2 raisons. La première, c'est de pouvoir participer à une évolution qui va dans le sens de faciliter la vie de gens qui pourraient être affectés par cette maladie-là. Et puis la deuxième raison, c'est que malheureusement, il y a mon beau-père et ma maman qui sont décédés de maladie nosocomiale. Parfois, on a une prise en charge qui est mixte, c'est-à-dire que pour certains aspects, le patient ou la patiente vient ici au CIC, et pour les autres aspects, c'est l'équipe qui se mobilise. L'équipe du CIC va accompagner le patient au cours de son parcours. Vraiment, le patient est au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la recherche pour faire de la recherche, mais on fait vraiment de la recherche pour faire avancer les choses. La priorité avant les résultats de l'étude, c'est vraiment la sécurité des patients. Et en fait, on doit assurer leur sécurité sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est leur sécurité physique, leur intégrité physique. On doit ne pas les exposer à des risques qui soient excessifs et surtout être capable de gérer éventuellement un événement indésirable. Et aussi, on doit assurer leur sécurité électronique, si on peut dire. C'est on doit assurer la confidentialité de leurs données. Pour la Bourgogne, le CHU de Dijon et le CIC est la seule structure qui permet de donner accès à ces molécules innovantes et qui permet pour les patients d'avoir l'espoir d'être traités par un nouveau médicament potentiellement efficace de façon très précoce dès sa phase de développement.
31 décembre 2016, le CHU comptabilisait 5,40% de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, c'est-à-dire 300 professionnels sur les 5600 qui sont CHU. Alors, qui sont ces bénéficiaires de l'obligation d'emploi? Au CHU, on peut les mettre dans 3 catégories. La première catégorie, ce sont des personnels qui ont été victimes d'accidents du travail ou du trajet, ou qui ont déclaré une maladie professionnelle et qui ont après des séquelles rémunérables. Ce qu'on appelle séquelles rémunérables, c'est qu'ils touchent une allocation versée mensuellement par la CNRACL. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui ont une RQTH, c'est-à-dire une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette RQTH leur est délivrée par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Ensuite, la troisième catégorie de professionnels, ce sont tous ceux qui ont un poste qui bénéficie d'un poste adapté ou d'un reclassement professionnel suite à des problèmes de santé très importants. Je suis là pour aider, pour trouver des solutions aux personnes qui rencontrent des difficultés. C'est un échange qui se veut positif et constructif. J'ai commencé mon parcours professionnel au CHU de Dijon en tant qu'ASH. Et suite à une intervention chirurgicale, je suis porteuse d'un handicap. Ancienne aide-soignante de chirurgie viscérale pendant 8 ans, j'ai dû subir 2 interventions de la colonne vertébrale. Donc, suite à la deuxième intervention, je n'ai pas pu continuer à pratiquer mon métier. Suite à des douleurs, j'ai eu mon premier arrêt maladie en mars 2011. Donc à partir de là, les arrêts maladie se sont succédés en alternant période de travail, période d'arrêt. Et Madame Guérin m'a contacté 2 ans et demi après pour me dire qu'il avait donc un poste à proposer à la Vigie. Début 2012, ma pathologie est passée en maladie professionnelle, ce qui m'a donné le droit à un reclassement par une formation. J'avais deux solutions, rester chez moi et m'apitoyer sur mon sort ou rebondir, prendre la perche qu'on me tendait pour bénéficier donc d'une formation. Par la suite, avec le biais du service handicap du CHU, j'ai pu être formé en informatique. Et j'ai bénéficié donc d'une formation professionnelle qualifiante pour me reconvertir dans le métier du secrétariat. Je pense que ça a porté ses fruits puisqu'on m'a proposé au bout de 3 ans le poste d'adjointe au cadre de la Vigie pour pouvoir évoluer au sein de l'hôpital. Et donc aujourd'hui, j'occupe un poste de secrétaire où je fais essentiellement de la saisie de courrier, compte rendu opératoire, consultation, etc. Je dirais pas que pour moi c'était un bien d'avoir cette pathologie, mais au final, dans mon malheur, je m'en sors plutôt bien parce que j'exerce une activité qui me plaît beaucoup et qui en plus me permet des évolutions dans les années à venir si je le souhaite. Je me sens plus épanoui, plus libéré. Je suis heureuse. Maintenant que je suis adjointe au cadre, je suis heureuse. C'est beaucoup plus intéressant. C'est sûr que c'est pas évident à un certain âge de se reprendre une qualification professionnelle, de repartir dans des études, se dire faut remettre le nez dedans, faut y aller, c'est pas évident quoi. Et c'est pas, je pense, forcément donné à tout le monde d'être capable de rebondir. Des actions sont menées en faveur de ces professionnels au CHU depuis 2010 maintenant. Ce sont tous les aménagements ou les adaptations de leur poste ou de leur environnement de travail. Des aides techniques ou humaines, un interprète en langue des signes ou du matériel spécifique. Ce qui est intéressant aussi, le remboursement du restant à charge des prothèses auditives. Ces actions permettent de maintenir en poste des personnes ayant des restrictions médicales durables ou déclarées inaptes à leur métier d'origine. Je suis sourde-oralisable, profonde maintenant. C'est difficile de communiquer avec les entendants. Et j'ai des amis sourds et des amis entendants qui signent comme des professionnels. Et donc, c'est beaucoup moins fatigant pour moi. Je leur demande de parler doucement. Et si c'est difficile de comprendre, je demande d'écrire. Donc, après, ça dépend des collègues. Avec la vie et la prescription du médecin du travail, sans lequel je ne pourrais rien faire, nous procédons à l'acquisition de matériel ergonomique adapté. La communication et la sensibilisation ont une part importante dans l'intégration au sein d'une équipe d'un professionnel porteur de handicap.
Plus on explique le handicap, mieux il est compris et moins il fait peur. La première greffe cardiaque à Dijon a été faite le 25 novembre 1987. On faisait déjà de la chirurgie cardiaque depuis 1972, mais le fait de faire des greffes, ça a augmenté le crédit que l'on pouvait avoir vis-à-vis de notre équipe. Et ça a été un tournant très important pour la chirurgie cardiaque dans la région. C'est une intervention de ce type, quand elle réussit, dynamise l'équipe et c'est ce qui s'est passé. Depuis 1987, l'équipe de Dijon a fait 285 greffes. Il y a entre 500 000 et 1 million de patients qui sont en insuffisance cardiaque actuellement en France. Ces patients représentent environ 5% d'hospitalisation aiguë et 10% d'hospitalisés de tout âge. Cette insuffisance cardiaque et ces chiffres qui augmentent d'année en année sont principalement liés au vieillissement de la population et aux énormes progrès réalisés ces dernières années dans la prise en charge du syndrome coronarien aigu. Lorsqu'un patient est en insuffisance cardiaque avancée, il y a deux possibilités pour arriver à la transplantation cardiaque. Dans le premier cas, il est adressé par nos cardiologues de toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Le bilan de greffe est soit réalisé, soit c'est nous qui allons le mettre en route. Ce bilan va nous permettre d'éliminer une autre pathologie associée à cette insuffisance cardiaque qui contre-indiquera la greffe cardiaque. Le dossier du patient est discuté en réunion pluridisciplinaire. Il est alors prêt à être enregistré à l'agence de biomédecine sur la liste d'attente de greffe cardiaque. La deuxième possibilité ou le deuxième contexte, c'est l'hospitalisation en aigu de ce patient pour lequel un traitement avec des perfusions est mis en route. Il va falloir l'inscrire en priorité. Certains patients, malheureusement, n'ont pas accès rapidement à un greffon. Dans ce cas-là, nous avons la possibilité de lui proposer la mise en place d'une assistance cardiaque. La mise en place de ces assistances est justement de permettre aux patients d'attendre la greffe cardiaque dans de bonnes conditions. Pour le suivi des transplantés cardiaques, ils viennent en général 3-4 fois par an. Lors de leur venue, ils passent au centre de prélèvement, font toute une batterie de prise de sang et d'analyse biologique. Ensuite, ils viennent à notre consultation et ils ont une consultation classique avec un examen clinique, une prise de la tension, une auscultation, un électrocardiogramme et enfin une échographie cardiaque. Ce qui m'intéresse dans cette activité, c'est le contact humain, c'est vivre à côté de personnes qui ont eu la possibilité de recommencer une nouvelle vie avec de nouvelles activités. Donc l'infarctus, c'était le 28 janvier 2008. La pose du HeartMed, c'était début février 2008. Après la greffe, c'était le 1er juin 2009. Mais ça ne m'empêchait pas de vivre. Je dis que j'allais à la pêche avec, je faisais plein d'activités. J'avais repris mon activité professionnelle. Je faisais un peu de sport, du vélo, je faisais tout. Une vie normale, tout à fait normale. Mais là, le fait d'avoir été hospitalisé et surtout de voir le staff médical, on a des hôpitaux au niveau national, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Le pôle d'imagerie du CHU est un pôle dit transversal. À peu près 90% des patients hospitalisés passent par le pôle d'imagerie. Donc c'est vraiment une plaque tournante très importante où là on est à l'accueil, où on arrive ici. Et il est décliné en plusieurs services. Il y a 3 services principaux.
un service de radiologie que l'on va considérer comme général, avec un département qui fait du diagnostic et de l'interventionnel pour tous les organes, de la neuroradiologie, là aussi diagnostic et interventionnel, et enfin un dernier secteur qui est plus sur l'IRM et la spectroscopie avec des techniques plus avancées. Le local est le même pour tous, sauf pour la radiologie des urgences qui est aux côtés des urgences pour que le flux des patients soit le plus direct possible. Il y a à peu près 80 manipulateurs radiologiques dans le pôle d'imagerie aujourd'hui. Et il y a aussi le personnel de l'entretien, du nettoyage, qui soit externalisé, soit propre au service. Et puis bien sûr, il y a toute la partie médicale qui concerne donc les chefs de service, mais également les praticiens et puis les internes qui travaillent aussi dans ce coin-là. Alors le pôle a comme point fort son équipement, qui est de haut niveau et récent et de très bonne qualité. Et notamment, il dispose de 3 IRM, dont une IRM 3 Tesla, de 3 scanners, dont certains peuvent faire des activités cardiologiques de haut niveau avec une résolution temporelle et spatiale extrêmement performante. Et puis l'autre grande spécificité, c'est la radiologie interventionnelle, qui est un grand axe du pôle d'imagerie, que ce soit dans le domaine périphérique que radiologique, que ce soit des activités effectuées sous guidage radiologique comme au scanner ou en écho, ou endovasculaire. Et nous partageons des équipements avec le Centre de lutte contre le cancer, MUNIRM, mais également le PET scan numérique. Donc nous sommes ici dans une des 3 salles d'interventionnel vasculaire. Donc ici c'est la salle plutôt dédiée aux activités de neuroradiologie. Également une activité sur le traitement du rachis, avec comme l'intervention qui a lieu actuellement, une vertébroplastie, afin de diminuer la douleur des patients une fois qu'ils ont eu un tassement vertébral. L'avantage des gestes de radiologie interventionnelle, c'est que pour une bonne partie, ça peut être fait sous anesthésie locale, de manière mini-invasive, ça ne laisse pas de cicatrices. C'est souvent moins lourd qu'un certain nombre d'autres procédures, notamment sur les suites opératoires qui sont souvent plus simples qu'avec certains traitements conventionnels. Et puis il y a les actes de radiologie interventionnelle qu'on appelle lourds, qui ne pourraient pas se faire sans collaboration avec toutes les équipes avec lesquelles on travaille au quotidien, à la fois d'anesthésistes, de réanimateurs, de chirurgiens, puisqu'un certain nombre d'actes peuvent être combinés, à la fois radio-chirurgicaux. Tous ces actes de radiologie interventionnelle sont décidés de manière pluridisciplinaire, en collaboration avec les chirurgiens, en fonction à la fois du souhait du patient, mais aussi de ce qui est le mieux pour lui en termes de suite opératoire. Le CHU se doit et est à la pointe de toutes ces techniques innovantes d'imagerie, à la fois sur un plan diagnostique mais aussi sur un plan interventionnel. Et donc à ce titre, le CHU de Dijon va être innovateur dans les mois qui viennent, puisque on va se doter d'une salle qu'on appelle multimodale, qui sera radio-chirurgicale, qui sera une salle de ce type-là, dans laquelle sera aussi installé un scanner et qui permettra de faire des gestes combinés, à la fois radiologiques et chirurgicaux.